Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance, grâce aux enregistrements vidéo, comment se déroulent les votes. Ça fait à plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Vous l'avez vu à l'Assemblée nationale française, on se marre toute l'année, entre absentéisme, tricherie comme on vient de le voir, insultes, et même ce matin on a atteint le fond du trou puisqu'ils sont même tapés dessus. Bon, on va passer au sommaire pour ce numéro, on va parler d'infos internationales, on va parler d'économie et on va parler de santé-environnement. Alors accrochez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales en parlant de l'info chaude du moment, c'est-à-dire les attentats en Irak, avec 55 morts et 300 blessés le 15 avril dernier dans 12 explosions différentes. Alors on rappelle et on ne cesse de rappeler que ça fait 10 ans que la deuxième guerre d'Irak a éclaté, donc c'était en 2003. On rappelle que le site britannique Iraq Body Count, spécialisé dans le décompte des victimes, chiffre entre 112 000 et 122 000 le nombre de civils tués pendant ce conflit. On rappelle que l'uranium appauvri présent dans les munitions utilisées par les Américains et les Anglais au cours des deux guerres du Golfe n'a pas été assaini et continue à contaminer le territoire, les personnes et les animaux. Rien que pendant la guerre de 99, plus de 286 tonnes d'uranium appauvri ont été déversées sur le territoire irakien sous la forme de munitions explosées. En 2003 s'y ajoutent 116 tonnes au moins. L'estimation est de 440 tonnes. Néanmoins, des associations de l'ONU comme l'UNEP compte entre 1000 et 2000 tonnes d'uranium appauvri sur le territoire irakien. Selon une ONG hollandaise, on connaît environ 365 sites contaminés, mais le nombre est bien supérieur si l'on compte aussi ceux qui sont suspects. Les sites se trouvent surtout autour des grandes villes, Bagdad, Basra, Nasiraya, Najaf, Fallujah, où les chars ont été détruits par des munitions à l'uranium appauvri et n'ont pas été évacués et servent de plaine de jeu pour enfants. Et parfois, ces déchets évacués, bien que toxiques et radioactifs, sont réutilisés comme ferraille. La chaîne alimentaire, l'élevage et l'agriculture seraient contaminés dans plusieurs zones et le commerce favorise l'élargissement de la contamination à des zones où l'uranium appauvri n'a pas été employé. Regardez. Have you ever heard of U-235 isotope, or as it's known outside the weapons industry as depleted uranium, or DU? DU is a byproduct of waste from nuclear reactors in the production of nuclear weapons. And since 1977, the U.S. has been using this material to coat artillery shells, missiles, and even tanks. So why is depleted uranium so prevalent in military use? Well, the material is extremely dense and strong, which makes it perfect to penetrate reinforced steel armor or bust through buildings. Despite internationally undisputed health effects that have already led to 155 countries voting in favor of limiting its use, the U.S. still has a stockpile of it and has been using DU in conventional warfare for decades. So how exactly does DU work, and why is it such a controversial method of warfare? Well, when a missile or artillery shell is coated in DU and shot at a target, it ignites, exploding into thousands of radioactive microparticles. These particles are then scattered, often carried by the wind or seeping into the ground, affecting the water and food consumed by millions of people. Believe it or not, no country in the world has experienced more devastation from the practice of depleted uranium than that of Iraq. Since 2003, it's estimated that 1,000 to 2,000 metric tons of DU has been fired during the war. But the U.S. has been using DU against the country since the first Gulf War, effects of which have physically manifested into widespread birth defects.
In fact, the birth defects are so rampant, Al Jazeera recently reported that the rate of childhood deformities in Fallujah has now surpassed that of Hiroshima and Nagasaki after the dropping of 2 atomic bombs. And according to Dr. Samir Alani, the only physician in Fallujah keeping a record of these defects, the rate of abnormalities is alarming, the numbers far surpassing anywhere in the rest of the world. Some of the malformations being recorded in Fallujah include facial clefting, nervous system and skeletal disorders, immune system problems, and heart deficiencies. But these illnesses are not isolated to newborn babies. There are now growing reports of cancer, especially among children, believed to be caused by DU contamination. And that's not the only toxic material causing effects in the country. The military utilized mercury, lead, and even phosphorus bombs. Ironically, white phosphorus was the same chemical that Saddam Hussein used against the Kurds in '91, which of course the U.S. cited as part of its WMD arsenal and thus a justification for the Iraqi invasion. That, my friends, is what you call circular logic. And somehow, the U.S. does not define DU, lead, or mercury as hazardous. Well, despite the government denying the obvious, the evidence is undisputable. Multiple studies show the same correlation between contamination from munitions and the epidemic of congenital birth defects in southern Iraq. But the most disturbing part of all is that once it's used, the radioactivity never goes away. It will plague one generation after the next for millions of years. Look, unfortunately, there's nothing we can do to stop these devastating health effects from playing out, but I'll tell you what we can do. We can demand that this practice be banned and insist on holding those responsible accountable. On passe à l'Afghanistan maintenant. Après les 10 enfants morts, plus une femme, lors de bombardements de l'OTAN, ça c'est ce que je vous annonçais la semaine dernière, cette semaine, un attentat a fait au moins 9 morts et 22 blessés. Tous étaient dans un bus qui voyageait lorsque le véhicule a sauté sur une bombe artisanale dans la province du Warkad, au sud-ouest de Kaboul, le 8 avril dernier. Alors non seulement les Afghans doivent faire face à des attentats dans le pays, mais aussi à une pluie de bombes envoyées par l'OTAN. Rappelons que, selon un rapport de l'ONU, quelques 110 enfants ont été tués et 68 blessés en 2011 lors des bombardements conduits par l'armée afghane et l'ISAF, la force armée de l'OTAN en Afghanistan. La grande majorité des attaques aériennes en Afghanistan a été menée par l'armée américaine. On compte 13 000 civils morts des suites du conflit entre 2007 et 2012 en Afghanistan, selon l'OTAN. En conclusion, avec les 2 infos que je viens de vous donner, vous comprenez pourquoi on va avoir du mal à me tirer des larmes des yeux avec ces attentats en Amérique. Il y a 3 morts, certes c'est très triste pour eux parce que c'est des innocents, très triste pour leurs familles. Mais quand on compte le nombre de morts en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, qui se prennent des pluies de bombes envoyées par des drones, c'est-à-dire que ça doit pas être 2 bombes qui pètent dans la foule, c'est pas 2 petites bombes là, ça doit faire quelque chose quand ça pète au sol. Donc je pense que tout le monde devrait vraiment remettre les choses en place et vraiment réfléchir, parce que les Afghans, les Irakiens et les Pakistanais, eux ils en prennent plein la gueule et c'est tous les jours, c'est pas 2 bombes une fois tous les 10 ans. On continue avec Israël et la Palestine, avec 2 informations. La première, c'est que Israël a refusé d'autoriser 26 coureurs de la bande de Gaza à se rendre en Cisjordanie afin de participer au premier marathon de Bethléem prévu ce dimanche. C'est ce qu'a annoncé le ministère israélien de la Défense. Je cite: « La requête de 26 habitants de Gaza comptant participer au marathon de Bethléem a été examinée par les autorités compétentes et il a été décidé de rejeter cette requête car elle ne correspondait pas aux critères fixés pour passer de la bande de Gaza à la Cisjordanie. » Fin de citation. L'autre information, c'est que 1000 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes souffrent de diverses maladies, dont 25 d'un cancer. Selon un officiel palestinien, je cite, « Les prisonniers subissent une négligence médicale délibérée et volontaire. » On passe au Venezuela maintenant, et Nicolás Maduro, qui a gagné d'une courte tête l'élection présidentielle du Venezuela, donc avec 50,66% des voix. L'opposition conteste le résultat, et comme il fallait s'y attendre, des manifestations violentes ont éclaté le lendemain de l'élection, faisant 7 morts et 61 blessés. Bon, je vais pas m'amuser à supputer, mais je suis prêt à parier que les États-Unis ne sont pas étrangers à cette rébellion et à cette déstabilisation. Et je suis pas le seul, parce que
L'ancien président brésilien Lula a félicité Nicolas Maduro et il a déclaré, je cite, « Quand on occupe des fonctions présidentielles, il y a des choses qu'on ne peut pas dire par diplomatie, mais aujourd'hui je peux les dire. De temps en temps, les États-Unis s'ingèrent dans les élections organisées dans un autre pays, ils devraient s'occuper de leurs affaires et nous laisser choisir notre destin. » Fin de citation. On passe à la Russie maintenant, et une information un peu curieuse, puisqu'on apprend que la Russie a mis sur orbite un satellite de l'OTAN. Il s'agit d'un satellite de télécommunication canadien qui accomplira des missions pour l'OTAN. Selon un communiqué, je cite, « Outre la retransmission d'émissions radio et TV, le satellite Anik G1 sera utilisé par les forces armées des pays membres de l'OTAN. » Fin de citation. C'est quand même curieux que la Russie accepte de collaborer à une mission de l'OTAN, alors que le fossé semble se creuser entre l'Ouest et la Russie justement, non? C'est quand même curieux tout ça. On passe à la France maintenant, et on apprend que le groupe Delta Drone crée la première école française spécifiquement dédiée aux drones civils, dont l'ambition est de former des télépilotes professionnels. Alors bien sûr, si on va sur le site internet de Delta Drone, on voit que c'est pour faire des missions, on va dire, humanitaires, mais bon, y a forcément des missions militaires qui se cachent là-dessous. On continue avec les infos internationales, et on continue avec la France, et on va parler d'un sujet qui est vraiment passé inaperçu dans les médias. Je veux parler du référendum qui a eu lieu en Alsace le 7 avril dernier. Alors pour en parler, je suis rejoint par Rudy. Salut Rudy. Bonjour à toi, capitaine. Tu fais partie des Brigades du Tigre. Tout à fait. Et tu es allé sur le terrain en Alsace. Tu peux nous dire d'abord quel était le principe de ce référendum en Alsace ? Oh, c'est simple en fait, c'était de détacher tout simplement, on va vulgariser les faits, hein. C'était de détacher l'Alsace de la France tout simplement et de la rattacher à une partie de la Suisse et de l'Allemagne. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain concrètement ? Qui était sur le terrain et qu'est-ce que vous avez fait ? Il y avait plusieurs collectifs sur le terrain, alors notamment un média dont nous, la Brigade du Tigre, il y avait aussi les fédérations françaises intérieures, les FFI. Il y avait les militants UPR qui étaient aussi sur place et une grande partie des militants UPR qui ont effectué des dons, d'ailleurs qu'on remercie au passage, qui n'ont pas eu assez d'informations à mon goût, sachant que le reportage a été un petit peu mis de côté, si je puis dire, à cause de certaines polémiques dont on pourra reparler un peu plus tard, j'espère. Mais il y avait pas mal de personnes sur place, notamment aussi le collectif J'aime l'Alsace, je vote non. Orchestré par Debout la République et Nicolas Chevalier-Roche qu'on a pu avoir en interview exclusif. Il y avait également aussi le MPEP sur place. On a eu Jean-Luc Mélenchon aussi qui nous a rejoint à Mulhouse pour faire une conférence sur le non, hein, et qui a rejoint le non pour ce référendum d'Alsace et également plein d'autres protagonistes. Donc il s'agissait en gros d'un sujet qui n'a pas été traité par les médias, mais qui était très 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 important. Vas-y, raconte-nous quel était le sujet. Enfin, c'était l'arrachement de l'Alsace de la France carrément, et c'était le début des eurorégions, j'allais dire. Tout à fait, en fait, il s'agit d'un laboratoire, d'un commencement. Certains voient ça comme le départ du démantèlement de la République. On est en droit de se poser des questions, effectivement, sachant que il s'agit d'une ligne de départ qui sera suivie de très près avec la région catalane, notamment aussi le Pays Basque, la Bretagne et aussi dans le nord vers Lille. Une fusion serait envisagée notamment avec la Belgique. À l'étranger, c'est le même cas qui va se profiler en Hollande aussi, en Lituanie et dans d'autres pays. Au bout du compte, quand on regarde la carte de la France en se projetant dans 10 ans, si ce projet passe, c'est assez attristant. D'accord. Et quel a été le résultat de ce référendum alors ? Eh bien, le non est passé. Alors, on espère que notre participation a joué dans ce référendum, mais le non est passé dû à un gros taux d'abstention. Et au non, qui est passé aussi notamment dans le Haut-Rhin, sachant que le Bas-Rhin est resté fidèle au oui. Faut savoir aussi que la campagne était pratiquement une campagne de propagande, sachant que le oui était omniprésent dans les rues. Il faut savoir que la mairie a affiché pour le oui.
Et on a même nous-mêmes respecté les panneaux d'affichage municipaux, alors qu'on voyait des affichages sauvages pour le oui. On a vu d'ailleurs aussi des affiches sur lesquelles il était stipulé tous unis contre Paris. Donc cette campagne pour le oui, et je vous invite à regarder le reportage dans son intégralité, cette campagne pour le oui était teintée d'accent régionaliste et assez effrayant, si je puis dire. Et même, on entend dans le reportage que non seulement les gens de l'UMP, mais aussi du PS, de toute façon, étaient tous les deux pour le oui, et ils étaient subventionnés carrément par l'État. Tout à fait, hein, ils étaient tous à l'unisson. C'était une sorte de consensus qui d'ailleurs sentait le roussi, sentait le sapin dès le départ. Les habitants, les Alsaciens en soi n'étaient pas informés. On a eu l'occasion de faire à peu près une dizaine de micro-trottoirs sur place. On a pu en tirer que très peu de choses, ma foi, sachant que les gens étaient très peu informés, y compris en Alsace. Alors je vous parle même pas du français lambda. Alors, maintenant que le nom est passé là-bas, est-ce que tu penses que ça va arrêter la machine ou pas du tout? Ça va continuer? Est-ce que tu penses que ça va faire comme les référendums sur l'Europe où on a fait voter encore et encore les Irlandais jusqu'à ce qu'ils disent oui? Bien, écoute, capitaine, je suis pas très très bien renseigné sur le sujet, mais je pense qu'il y a effectivement ce schéma récurrent, c'est cette imposition via un prochain référendum qui s'imposera à nous dans tous les cas. C'est fort probable. J'ai entendu dire qu'il y avait une dizaine d'années à attendre pour cela, notamment pour l'Alsace. Bon, ça nous laisse une marge de sécurité. Effectivement, on a gagné un combat par rapport à cela. Mais il y a une campagne de protestation qui s'effectue malgré tout, notamment avec des professeurs qui comme l'avait dit Eric Bosmary, dans le reportage d'ailleurs, il avait établi un pronostic qui s'avère véridique au bout du compte. Il y a deux professeurs qui contestent suite au nom qui est passé et qui maintenant s'habillent en tenue alsacienne pendant qu'ils font cours ou en tenue basque de l'autre côté. Donc c'est assez le projet reviendra, ça sera récurrent, oui, à mon avis. Ok, on est rejoint par Eric Marie, anciennement secrétaire au militantisme et à la coordination de l'UPR. Salut Eric. Bonjour capitaine. Comment t'as vécu toi cette campagne d'Alsace? La campagne d'Alsace, je l'ai vécue bien. Je savais que il fallait qu'on le fasse, que c'était important de le faire, qu'on ne pouvait pas, qu'un parti politique comme l'Union populaire républicaine ne pouvait pas passer à côté de cet engagement, qui en fait là cette fois-ci vraiment la réalisation du vœu de préserver la République, défendre la France et rétablir la démocratie. Donc là on a avec ce référendum, on avait donc le début de bulldozer qui avance comme ça pour démanteler la République, et ne pas y être aurait été un crime politique et un suicide. Bon, on y est allé, on l'a fait. C'est vrai que je l'ai fait dans le cadre de ma mission de secrétaire national au militantisme, sans l'accord du bureau national et sans l'accord explicite de François Asselineau. C'était François Asselineau nous a quand même suivi bon gré mal gré parce que le forcing, il a été obligé de suivre. On l'a un peu contraint à sortir de l'internet pour aller dans la rue. Il était pas forcément convaincu que ça marcherait. On a prouvé que ça marchait. On a fait du bon taf, on a fait du bon travail. Je dis pas que le nom est sorti grâce à nous, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que grâce à notre travail sur le terrain, le discours politicien qui était d'enfumer les Alsaciens sur les questions essentielles, les enjeux essentiels de ce référendum ont émergé. Ils ont arrêté de raconter des conneries sur la simplification, l'économie, etc., pour arriver vraiment aux enjeux qui étaient le démantèlement de la République et les eurorégions. Donc en ce sens-là, c'est une vraie petite réussite. Puis l'autre réussite, c'était en interne au niveau de l'UPR. On a mobilisé des militants et on a fait pour la première fois vivre l'UPR sur le terrain. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui me reprochait, sans le dire,
Attends, on va repartir de l'origine, parce qu'en fait, de cette campagne d'Alsace est ressorti donc comme on l'a dit, un reportage qui s'appelle Alsace indépendante, début du démantèlement de la France, qu'on peut visionner sur Internet et qui est, à mon avis, très réussi, et qui dure 1h09. Et en fait, c'est à partir de ce reportage-là que les problèmes ont commencé pour toi. Ouais, bon, les problèmes, enfin, je sous-entends un peu, les problèmes étaient déjà là pendant la campagne d'Alsace. D'accord. Mais et puis bon, c'est des problèmes internes qui datent depuis quelques, je vais dire pas des années, mais si quasiment. Enfin, maintenant ça devient beaucoup plus problématique parce que c'est un manque structurel d'organisation en interne qui fait que bon, quand ça marchait bien, quand on était 400, maintenant qu'on est 3000, enfin bientôt 3000. On peut plus se permettre ça, donc il fallait réagir l'année dernière, ça n'a pas réagi, on aurait dû réagir en début d'année, ça n'a pas réagi. C'est vrai que bon, est-ce que c'est parce que moi je suis sur le terrain et que j'ai l'habitude de travailler au contact des gens et dans la réalité en dehors d'Internet que je suis plus sensible à la structuration et aux nécessités qu'on a d'organisation et puis de se présenter auprès des Français de manière physique, qui ont fait que bon, j'ai poussé effectivement le bureau national pendant des mois et des mois à prendre de nouvelles orientations et à mettre en place les outils et les structures dont on avait besoin en interne. Le coup de l'Alsace, en fait, je suis parti en Alsace avec une structure extérieure parce que il n'y avait pas les moyens en interne de m'assurer, de me garantir une assurance responsabilité civile, une ligne comptable qui me permettait d'ouvrir un compte et d'avoir une collecte d'argent et même un budget, et puis ensuite avoir les moyens de paiement. Et donc, voilà, bon, j'ai fait un truc en externe, ça, il le savait. Aujourd'hui, on me le reproche, mais bon, la question était, est-ce qu'il fallait le faire ou ne pas le faire? Bon, je l'ai fait. Je l'ai fait pour le parti, je l'ai fait pour la France, j'ai fait parce qu'il fallait le faire. On nous dit aujourd'hui que à travers le reportage qu'a fait qu'ont fait les Brigades du Tigre et les médias alternatifs, je m'autopromotionne et je mettrai en avant une sympathie particulière pour Dieudonné parce qu'il y avait un ananas. Ben là c'est pareil quoi. Je veux dire c'est une analyse qui est complètement fausse, qui est complètement bidon. Le traitement qui en est fait, le communiqué qui en est résulté sont ridicules. Vraiment, c'est pathétique parce que c'est tout à fait représentatif en fait de la méconnaissance que peut avoir François Asselineau et que peut avoir les gens du bureau aujourd'hui de la société française et des Français. Là, on parle pas de Français qui aiment la Croix gammée, Sora et Auschwitz ou non, c'est pas ça. C'est les Français qui regardent la télé ou qui sont sur Internet et qui aiment bien Dieudonné. Bon, le truc c'est quoi? L'ananas, qu'est-ce qu'il foutait là sur la table? Ben, il n'y avait pas que l'ananas, il y avait aussi une amie à nous qui nous a passé un tableau avec une Marianne Marilyn Pop qui était dans mon dos, qui est dénudée, qui a une pose suggestive. Personne n'a vu ça. Il y avait le nous savons, le clin d'œil aux graphistes indépendants qui nous ont fabriqué les tracts de la campagne de l'Est. Il y avait aussi sur le fond, dans le cadre, des planches qui étaient sur les tables d'information pour remercier les analystes qui nous ont permis de synthétiser en une image des questions assez techniques et complexes. Et puis il y avait le bouquin J'aime, je vote non du jeune chevalier Roche. Voilà, c'était effectivement une mise en scène avec l'ananas, une mise en scène qui se voulait aussi un peu représentative du militantisme d'aujourd'hui et de la société d'aujourd'hui. Il y avait des petits clins d'œil, il y avait des petits trucs, mais ce qui était intéressant là, c'était pas le décor qui avait été mis en place par la réalisation. Ce qui était intéressant, c'était le discours et le propos et le contenu du reportage. Et là, ce qui est assez troublant, c'est qu'on a vu il y a une personne qu'on connaît pas, qui n'est pas adhérente, qui a vu un ananas, qui a envoyé un mail, et puis ça a fait démarrer la machine. François Asselineau a exigé qu'on retire cette vidéo, qu'on ne passe plus de vidéo, qu'on ne parle plus de l'Alsace, et que ça suffisait maintenant. Et que si c'était pas ça, il fallait que je présente ma démission. Bon,
il y a eu un problème d'ego entre lui et moi, il y a eu une insubordination que je reconnais bien volontiers. J'ai vraiment été insubordonné. J'étais insubordonné quand je suis parti en Alsace. J'étais insubordonné quand je suis passé par une structure extérieure. J'étais insubordonné quand j'ai pas attendu qu'il me donne le go pour les tracts, parce que de toute façon, il était trop tard pour les tracts. Donc, Asselineau m'a dit, sur un coin de bagnole, oui, bon, bah, allez-y, je vous fais confiance. Mais c'est vrai que j'ai pas consulté le bureau national, parce que le bureau national à l'UPR, pour moi, c'est François Asselineau. Pour preuve, quand les gars m'ont du jour au lendemain coupé tous mes accès Internet, les accès à la base de données, etc., sans me le dire, sans me passer un coup de fil, et que moi, par contre, j'ai téléphoné à tous les membres du bureau, donc Patrick Secarelli, Vincent Lamique, Laurent Doré, aucun n'a daigné me rappeler. Quand le responsable Internet m'a coupé ma ligne mail de l'UPR, personne m'a téléphoné pour me dire on va te couper ta ligne mail. Bon, après, maintenant, on entend François Asselineau dire un peu partout que effectivement, il était prêt à faire des négociations en interne et qu'effectivement, il était prêt, ça a pris des proportions qui dépassaient le bon sens. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi représentatif de l'organisation interne de l'UPR. C'est-à-dire que les gars, ils t'enlèvent un mail et puis après, ils t'envoient des mails pour dire qu'ils veulent négocier. Bah, de toute façon, le truc, c'est que, soyons clairs, enfin moi, je veux dire, l'engagement que j'ai eu pour l'UPR et la foi que j'ai eu en François Asselineau sont intacts. J'ai un caractère très fort. Je suis représentatif, je pense, du français de base, du prolo. Bon. Est-ce que l'UPR doit être un parti politique de costard-cravate, d'HEC, et puis nous simplement des bagnards qui devons faire le ménage? Bon, je crois pas. J'ai j'ai toujours eu un très bon rapport, même une grande affection. On a une grande affection, une grande amitié, le père Asselineau et moi. Bon, c'est vrai, là, ça a dérapé. C'est peut-être aussi la vie d'un jeune mouvement, et puis on est tous à l'école, on apprend, quoi. Que ce soit une décision irrémédiable et définitive de la part du président, et que donc je sois dehors, un paria, et puis bon, parce qu'il m'a quand même un peu éjecté à Naziland avec son communiqué de presse. Mais bon, moi j'ai jamais eu d'atome crochu avec les fachos et avec les nazillons. Les ennemis aujourd'hui sont les identitaires régionalistes qui sont tout à fait dans ce délire-là. Moi, mon truc, c'est la nation, c'est surtout la République et les Françaises et les Français de toutes les confessions, sans extrémisme. Donc, s'il faut négocier, ou s'il faut négocier, il faut voir un truc dans les semaines qui viennent, parce que c'est du temps politique aussi. Les choses se calment rapidement et le public oublie rapidement. On verra, mais en tout cas, moi j'ai pas d'amertume et je suis pas haineux, comme c'est marqué dans le communiqué, j'ai pas de haine contre François Asselineau, contre l'UPR. Je continuerai à faire mon petit bonhomme de chemin à l'extérieur, s'il faut le faire à l'extérieur, c'est pas un souci ça. De toute façon, aujourd'hui, la meilleure offre politique, c'est Asselineau. L'UPR, bon, ben, c'est un appareil politique qu'il va falloir construire, qui va devoir passer du stade d'association politique à parti politique. Bon, je crois que j'ai quand même causé un électrochoc suffisamment fort là en interne avec cette éviction pour que les choses se fassent et que des talents émergent et que les choses puissent se faire. Et puis si elles se font pas, ben écoutez, je serai disponible. De toute façon, je suis là prêt à servir. Ok, bah écoute, on a bien compris ton message, et en tout cas, moi qui ai vu le reportage, je peux quand même dire que j'avais pas remarqué l'ananas, je t'avoue, j'avais regardé le fond du reportage, tu vois, je m'étais concentré là-dessus, et j'avais retrouvé ça très très bien en tout cas. Donc, en tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre intervention. Avec plaisir, capitaine. Merci capitaine, à très bientôt, au revoir. Ciao. Pour terminer avec les infos internationales, juste une petite info à propos du Bilderberg, parce que précédemment j'avais annoncé que cette année le meeting serait à Chantilly en Virginie aux USA, et il apparaît que le meeting semble avoir changé ses plans et que le Bilderberg se tienne finalement à Watford en Angleterre, dans le nord de Londres, du 6 au 9 juin prochain. Donc si cette information est vraie et que ça se tient véritablement à Londres, eh bien écoutez, votre serviteur ira peut-être couvrir le Bilderberg 2013. On passe à l'économie et on va parler de l'Égypte.
D'abord avec le Premier ministre du Qatar qui a promis à son homologue égyptien que son pays allait accorder 3 milliards de dollars supplémentaires d'aide financière. Le Qatar a déjà accordé 5 milliards de dollars d'aide financière à l'Égypte depuis la révolution de 2011. Monsieur Ben Jassem, le Premier ministre qatari, a également déclaré que son pays envisageait d'exporter du gaz naturel en Égypte pour aider à répondre à la crise énergétique, d'accroître ses investissements dans le pays et d'assouplir les restrictions sur l'implémentation d'entreprises égyptiennes au Qatar. À noter aussi qu'une mission du FMI en visite dans la capitale égyptienne est ici pour reprendre les négociations à propos d'un prêt de 4,8 milliards de dollars. Alors les réserves en devises ont diminué de 63% en Égypte, passant de 36 milliards de dollars avant le soulèvement à 13,4 milliards à la fin mars 2013. Le déficit budgétaire du pays se creuse et sa note souveraine continue de baisser. C'est l'exemple parfait de la prise du contrôle d'un pays par la dette. On parle de la Grèce maintenant, la Grèce qui va œuvrer pour parvenir, je cite, à tout prix, à un excédent budgétaire primaire en 2013, c'est-à-dire hors du service de la dette, afin de pouvoir justifier une nouvelle restructuration de sa dette par la Troïka, l'Union européenne, la BCE et le FMI. C'est ce qu'a affirmé le ministre grec des Finances, Yannis Stournaras. Je cite, « Notre objectif majeur est d'atteindre un excédent primaire cette année pour activer la clause de réduction de la dette incorporée dans la décision de l'Eurogroupe du 27 novembre. » Fin de citation. La Grèce a effacé en mars 2012 presque un tiers de sa dette souveraine, soit plus de 100 milliards d'euros. L'excédent primaire est un objectif national qui doit être réalisé à tout prix, a souligné M. Stournaras. La Troïka a pour sa part félicité ses efforts, mais bon, la population grecque, elle, continue de souffrir. Toujours la Grèce, et on apprend que pour tenir ses objectifs, le gouvernement grec envisage de vendre l'aéroport d'Athènes aux Chinois. En tout cas, c'est en question. Donc les sociétés chinoises Shenzhen Airport et Friedman Pacific Asset Management sont intéressées par le rachat de l'aéroport d'Athènes, le plus grand de la Grèce, lorsqu'il sera mis en vente par l'État l'an prochain. C'est ce qu'a dit le ministre grec des Finances. En échange du plan d'aide international de 240 milliards d'euros, la Grèce est entre autres tenue de privatiser des sociétés publiques. L'aéroport international d'Athènes, par lequel transitent environ 13 millions de passagers par an, est exploité par Otchief, qui détient 40%. Le groupe allemand veut céder cette participation, mais a récemment cessé ses recherches faute d'acheteurs. L'État grec possède, lui, 55% d'actions de l'aéroport d'Athènes et veut vendre au moins un tiers du capital de l'aéroport. On poursuit la partie économie avec l'Union européenne et la vente de véhicules qui est toujours en chute libre. Alors les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 10,2% en mars dans les pays de l'Union européenne, enregistrant leur 18e mois consécutif de baisse à 1,307 millions d'unités. Les principaux constructeurs automobiles présents sur le marché européen ont vu leur immatriculation reculer le mois dernier, hormis les grandes marques comme Mercedes ou Jaguar. Mercedes qui a fait plus 0,6%, Jaguar lui a fait plus 21,2%. Les immatriculations dans les 27 pays de l'Union européenne connaissent un recul continu depuis près d'un an et demi. En 2012, elles sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1995, avec 12,05 millions de voitures. Sur l'ensemble du premier trimestre, les immatriculations en Europe, toutes marques confondues, reculent de 9,8%, avec 2,989 millions de véhicules vendus. On passe à la France maintenant, et les prévisions des prélèvements obligatoires sont en hausse pour 2013 et 2014. Selon le journal Les Échos, le taux de prélèvement obligatoire atteindrait 46,3% de PIB en 2013 et 46,5% en 2014, contre 44,9% en 2012, un taux qui égalait jusqu'à là le record historique de 1999. Alors tout cela, c'est pour boucler un budget plombé par les intérêts d'une dette que nous avons déjà payé plusieurs fois. Depuis 1973, nous avons payé plus de 1400 milliards d'euros d'intérêts. On continue avec les bonnes nouvelles en France et la consommation qui plonge littéralement, ce qui met en danger le système français qui repose pratiquement exclusivement sur cette consommation interne. Alors selon l'analyse de Jacques Sapir, je cite, « La chute de la consommation dans 3 des principales économies de la zone euro, France, Italie, Espagne, se confirme.
Seule la consommation allemande progresse légèrement, mais elle ne pourra pas compenser l'effondrement de la consommation en France. Dans le même temps, l'investissement productif des entreprises continue de diminuer. La baisse est continue depuis le 4e trimestre 2011 et elle s'accélère sur le dernier trimestre 2012. Ces éléments jettent une lumière crue sur les prévisions de la Commission européenne. Cette dernière, rappelons-le, prévoit pour la France une croissance de 1,2% en 2014. Or, la croissance a 3 moteurs. La consommation interne, l'investissement et la différence, excédent ou déficit commercial, entre les exportations et les importations. Dans le meilleur des scénarios, il faut donc s'attendre à une croissance de 0,5% en 2014 et non 1,2%, et au pire à une croissance de moins 0,2%. Le déficit pour l'année 2014 devrait atteindre au mieux 3,5% et au pire 3,7%, soit exactement le même chiffre que 2013. Cela pose la question de la crédibilité des annonces gouvernementales. Fin de citation. Toujours la France, et l'autorité de la concurrence française qui a jeté un pavé dans la mare en préconisant la disparition graduelle des tarifs réglementés du gaz pour mettre fin à un système qui, selon elle, a contribué depuis des années à faire payer plus cher les consommateurs de l'Hexagone. Attention là, on nous endort un petit coup là, attention. Le ministre de l'énergie, Delphine Batho, a rapidement calmé le jeu. Le gouvernement entend bien conserver les tarifs réglementés pour les ménages. Dans un avis adressé au gouvernement, l'autorité de la concurrence se montre catégorique. Le système de prix régulé par l'État a conduit à, je cite, une influence défavorable, fin de citation, sur la concurrence dans le gaz sans contribuer positivement au pouvoir d'achat des ménages. Ah oui, bien sûr. L'autorité ne voit au final pas d'autre issue que de trancher dans le vif, en procédant à une suppression par étapes de manière à permettre le développement d'offres plus compétitives au bénéfice des consommateurs, bien évidemment. Alors là, attention, ça c'est Pipo et compagnie là, parce que même si seules des entreprises privées contrôlent un marché, prenons par exemple le cas de la téléphonie mobile, est-ce que les prix ont véritablement baissé quand les 3 opérateurs historiques se faisaient entre guillemets concurrence, ou est-ce qu'il n'y avait pas entente sur les prix? Est-ce que la manœuvre à laquelle nous assistons n'est pas faite pour libéraliser les domaines de la distribution du gaz et de l'électricité? Alors restons vigilants. On termine la partie économie en parlant de Christine Lagarde, la patronne du FMI, qui nous a fait une belle phrase cette semaine. Je cite, « Depuis le début de la crise, qui ont été les héros? Les héros n'ont pas été les chefs d'État, les héros n'ont pas été les ministres des Finances, les héros ont été les présidents, les dirigeants des banques centrales. » On attaque la partie santé-environnement et on va parler de la pollution en Méditerranée. Alors, plus de 30% du trafic maritime mondial transite par la Méditerranée, dont un tiers à proximité des côtes algériennes. Il est recensé en effet que 10 000 navires par an, dont 1300 navires-citernes, touchent les ports algériens. La Méditerranée est l'une des mers les plus exposées au risque de pollution par les hydrocarbures. On compte entre 5 000 et 150 000 tonnes d'hydrocarbures rejetés par an dans la mer Méditerranée. On parle des gaz de schiste maintenant. Alors après l'Angleterre et la Pologne, c'est au tour de l'Allemagne d'autoriser l'extraction de gaz de schiste par fracturation hydraulique, mais sous certaines conditions, selon un document des ministères de l'économie et de l'environnement. Le texte prévoit d'interdire le fracking dans les zones d'eau protégées et de sources minérales. C'est une concession faite à l'opinion publique qui se méfie de cette technique controversée en raison des risques qu'elle fait peser sur l'environnement, notamment sur les nappes phréatiques. Jusqu'à 2300 milliards de mètres cubes de gaz naturel pourraient être extraites du sol allemand, selon les estimations des ressources qualifiées de très importantes par les ministères, alors que l'Allemagne consomme 86 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Alors rappelons quand même que l'Allemagne abandonnera l'énergie nucléaire d'ici à 2022, donc il faut bien trouver des énergies alternatives. Ah, on va parler d'impérialisme, j'aime bien parler de ça, j'aime bien parler de ces petites affaires, une affaire de déforestation en Indonésie. Des organisations écologiques indonésiennes ont réagi avec stupeur à l'annonce d'une compagnie minière canadienne qui est sur le point d'obtenir la destruction de 1,2 million d'hectares de forêt après un lobbying insistant. Alors c'est East Asia Mineral Corporation qui a annoncé dans un communiqué être vraiment ravi d'apprendre que le ministère indonésien des forêts était sur le point d'approuver un projet
visant à raser 1,2 milliard d'hectares de forêt. Ce développement marque un progrès et une bonne nouvelle pour l'extraction minière dans la région. C'est ce qu'a indiqué le communiqué du directeur général de la compagnie minière Édouard Rochette. De l'impérialisme comme on l'aime. On parle du nucléaire maintenant, et du combustible nucléaire MOX, qui contient du plutonium très radioactif, qui a quitté Cherbourg pour le Japon, après avoir été acheminé sans encombre et sous haute surveillance sur 20 km de l'usine Areva de Beaumont-Hague jusqu'au port. Selon Greenpeace, il s'agit d'un peu plus de 10 tonnes de combustible MOX, soit 650 à 800 kg de plutonium, je cite, le plus grand radiotoxique du monde, fin de citation, qui peut servir à fabriquer des bombes. Alors selon Areva, il est quasi impossible de fabriquer une bombe avec ce plutonium. Le transport controversé va durer plus de 65 jours selon Greenpeace. Alors le bateau, le Pacific Egret, va naviguer de concert avec un navire similaire, le Pacific Heron. Ces deux bateaux de 100 mètres de long, spécialisés dans ce type de transport, appartiennent à la compagnie britannique PNTL. Le combustible est conservé dans des emballages, je cite, d'une grande robustesse. Chaque emballage pèse 98 tonnes à vide pour 10 tonnes de matière transportée, selon Areva. Alors bien sûr se pose la question de savoir ce que les Japonais vont faire de ce combustible MOX à base de plutonium, étant donné que la plupart de leurs centrales nucléaires sont arrêtées. On termine cette rubrique avec la malbouffe, puisque des tests pratiqués dans l'Union européenne à la suite du scandale de la viande de cheval ont permis d'en déceler moins de 5% dans des produits censés contenir du bœuf, ainsi que des traces d'une substance interdite dans l'alimentation. La Commission européenne a fait savoir que moins de 5% de viande de cheval avait été décelée dans les produits testés, et 0,6% de la viande chevaline contrôlée contenait du phénylbutazone. Concernant le phénylbutazone, la Commission européenne réaffirme qu'il n'y a pas de danger immédiat avec ce produit. Toutefois, il est rappelé que ce produit reste strictement interdit dans l'alimentation humaine. Pour terminer cette vidéo, on passe à la dernière rubrique, la rubrique de la date dans la mondialisation. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, je suis rejoint par Jonathan. Salut Jonathan. Bonjour capitaine. Tu fais partie aussi du cercle des volontaires. C'est ça. Alors avant que tu commences, je voudrais juste dire un petit mot par rapport aux commentaires qu'on a reçus suite à la première partie qu'a fait Lissandro. Juste pour dire aux gens, à ceux qui écoutent ou qui regardent, que s'ils sont ici, c'est parce qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit, ou alors peut-être qu'ils sont venus par hasard, hein, mais donc on peut ne pas être d'accord avec ce qui est dit, on peut en parler, on peut argumenter, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, s'il vous plaît, évitez de venir et de laisser des commentaires du style, qu'est-ce que c'est que ces déclarations d'extrême droite? Ou alors des commentaires du style c'est la théorie du complot, vous voyez, parce que sinon tout ça vous pouvez vous les garder, quoi, on n'en a pas besoin ici. Sinon pour le reste évidemment vous pouvez commenter, il y a aucun problème, on est ouvert. Ok Jonathan, petite mise au point faite. De quelle date tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de la loi du 3 janvier 1973. Vaste sujet, je t'écoute. Exactement, parce que la loi de 1973 a été présentée comme la responsable de l'endettement de la France, parce que, selon ses détracteurs, celle-ci interdisait à la France d'emprunter, à l'État français, d'emprunter à taux zéro à la Banque de France. Alors, si on a tous vu les graphiques qui ont été notamment publiés par André-Jacques Holbeck concernant l'endettement exponentiel de la France à partir des années 70, on peut nier l'augmentation de la dette dans cette période, mais par contre, il est erroné d'attribuer à cette loi l'entière responsabilité de cette dette. Car effectivement, l'argument selon lequel la loi Pompidou-Giscard interdirait à l'État d'emprunter à taux zéro auprès de la Banque de France est inexact. Car en effet, dans cette loi, il y a notamment l'article 19 qui permet à l'État de passer des conventions avec la Banque de France, et ces conventions définissaient le montant et le taux d'emprunt dont l'État allait bénéficier. Donc ce plafonnement du financement de l'État par la Banque de France n'est pas nouveau, et il existait avant la loi de 1973. La loi du 3 janvier, elle, fixe ce plafond à 20,5 milliards de francs, dont 10 milliards sont accordés à taux zéro et 10,5
au meilleur taux du marché auprès des banques. Il faut noter que ce plafond n'est ni plus ni moins élevé que le niveau en pratique précédant la loi. Cela signifie que l'État français n'avait pas vraiment de tradition d'utilisation de la planche à billets. Donc, dans l'hypothétique scénario que les Français aient eu à la tête de leur pays une élite soucieuse de leurs intérêts, il aurait donc été possible de rehausser ce plafond afin de financer la dette sans intérêt ou au meilleur taux. En effet, les conventions auraient pu être renégociées entre l'État et la Banque de France. La loi du 3 janvier 1973 n'explique donc pas à elle seule le phénomène d'endettement de la France. Pour cela, il faut aussi prendre en compte l'amputation du budget du Trésor de ce qu'on appelle les bons à plancher en 1967. Qu'est-ce que c'est ces bons à plancher ? Ces bons étaient en fait des emprunts qui étaient avec un taux fixé par l'État, un taux imposé donc aux banques qui avaient l'obligation de prêter un certain pourcentage de leurs dépôts à l'État à un taux donc fixé par celui-ci. Cette pratique, qui permettait à l'État de se financer sans problème, a été remplacée par des bons souscrits qui étaient non pas souscrits via des taux par l'État, mais des taux fixés par le marché. En 1963, on a donc un premier pas vers l'instauration de ce système avec l'autorisation de la souscription de bons par le marché. Et en 1967, on a la suppression pure et simple du système de bons à plancher de l'État. Et donc les conséquences naturelles de ce phénomène est un renchérissement de la dette. Donc on a Jean-Yves Aberer, haut fonctionnaire, qui s'est exprimé à propos de ce circuit du Trésor, qui était alimenté par ces bons planchers, mais d'autres moyens qui permettaient à l'État, je cite, d'être irrigué de liquidités qui lui arrivaient de tous les circuits financiers français sans bouger le petit doigt. Donc en 1969, il y a un rapport qui est publié qui va servir d'inspiration à la loi du 3 janvier 73, qui est le rapport Marjolin, Wormser et Sadrin, qui est donc publié juste au moment où le général de Gaulle n'est plus au pouvoir, c'est-à-dire en juin 1969. Donc les conclusions de ce rapport, c'est de prôner la fin pure et simple du circuit d'alimentation du Trésor, qui est déjà amputé donc des bons à plancher depuis 1967, mais de laisser l'existence du système des avances à la Banque de France, mais en demandant donc explicitement à l'État, pour obtenir des liquidités, de passer par l'adjudication sur les marchés privés. Donc la loi de 1973 ne fera que suivre ces conclusions et de mettre donc en texte des pratiques déjà en vigueur dans un monde financier sous influence américaine et chamboulé par l'abandon de la convertibilité en or du dollar par Nixon. Donc en conclusion, jusqu'à ce que la France signe les accords de Maastricht en 1992, dont l'article 104 sera transposé dans l'article 123 du traité de Lisbonne, rien dans nos textes de loi n'interdisait à l'État d'emprunter à la Banque de France. Il y avait donc un moyen juridique de relever les plafonds et d'emprunter au meilleur taux. Pour aller plus loin sur cette question, vous pouvez consulter le dernier livre de Pierre-Yves Rougeron, donc Enquête sur la loi de 73, mais aussi les écrits de blogueurs qui m'ont aidé à rédiger cette chronique, Lior Chamla et Magali Pernin, qui écrivent sur le blog Contre la Cour, mais aussi le travail d'Adrien Abozit, qui a écrit un article qui s'intitule 1973, le mot de la fin, que vous pourrez retrouver sur Scriptoblog. Je vous remercie, et donc dans une prochaine date mondialisation, nous pourrons nous intéresser sur ces fameux accords de Maastricht qui, là, viennent consacrer en droit l'interdiction à l'État d'emprunter à sa banque centrale. Je vous remercie. Merci Jonathan. À noter que on va mettre en place sur une frise qui apparaîtra sur mon site internet les dates qui ont été évoquées aujourd'hui et la semaine dernière. On mettra ça en place très rapidement. Je te remercie Jonathan. Merci capitaine, à bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour ces informations. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous ceux qui m'envoient des informations tout le long de la semaine. Alors, je vais le redire encore une fois, mais ne me faites pas confiance. Allez voir tous les liens qu'il y a sur mon site à propos de toutes les infos que je viens de vous donner. Tout y est. D'ailleurs, en parlant de mon site internet, vous pouvez voir qu'il a fait peau neuve. Donc, je remercie Sergio pour son énorme boulot sur ce site. Sergio qui fait partie de l'organisation Cube Inspire.
Vous pouvez voir sur ce site internet que info-libre.fr fait un partenariat avec les éditions Vainqueur. C'est une maison d'édition libre et indépendante. Donc j'ai rencontré sa gérante quand je suis monté à Paris le mois dernier. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou en passant. Je suis assez fier de ce partenariat avec elle. Et enfin, pour terminer, sachez que cette vidéo et ces informations sont comme elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus complètes, c'est-à-dire avec quelques petites interviews, des montages et des traductions, grâce à cette journée de vendredi que je passe exclusivement à réaliser cette vidéo. Pour que ça continue, il faut absolument que vous me souteniez. Je vous remercie par avance. À très bientôt, restez informés et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!